Bonjour à tous et bienvenue chez vous. Je me trouve aujourd'hui place de Londres, juste à côté du quartier Matongué. C'est à Woluwe que nous allons tourner l'émission d'aujourd'hui. Alors si je suis ici, c'est parce que je vais chercher un vélo. Thomas m'attend pour une petite balade le long de la Woluwe. Nous irons visiter une zone naturelle protégée. Et puis ce soir, nous irons déguster de la cuisine Nikkei, mi-japonaise, mi-péruvienne. L'équipe de ProVélo, les collègues de Thomas, prépare une bicyclette à ma mesure. Direction Woluwe, je découvre que rouler à Bruxelles, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Mon guide Thomas m'attend déjà, il connaît bien cette magnifique zone. Enchanté Thomas. Enchanté aussi, bienvenue. Merci. Alors Thomas, ici on se trouve devant le Château Malou. C'est un des merveilleux endroits qu'on peut découvrir sur Bruxelles grâce aux visites organisées par ProVélo. ProVélo, tu travailles pour eux. Est-ce que tu peux un peu me dire justement quelles sont ces visites que vous proposez tout l'été, toute l'année même, je pense? Alors oui, donc ProVélo, donc on propose en fait des visites de mars à octobre principalement. Ce sont des visites guidées à vélo, bien entendu, dont le but est en fait de faire vivre une expérience sympathique à vélo et de montrer, de redécouvrir un peu les coins de la ville. Alors on a autant des thématiques nature que des thématiques plus architecture. Voilà, c'est de mars à octobre, tous les week-ends. Vous organisez des visites sur la promenade verte, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est tout un parcours dans Bruxelles vert, dans la nature. Ici, on se trouve sur le tronçon de la vallée de la Woluwe. Est-ce que tu peux un peu me dire quelles sont les choses justement à découvrir, dont ce magnifique château qui se trouve juste derrière nous? Alors oui, donc il y a en effet toute une portion, donc à savoir que la vallée de la Woluwe en réalité elle fait environ 21 km au total. C'est une rivière qui est un affluent de la Seine. Et donc on a toute une portion ici qui démarre de Watermael-Boisfort et qui va suivre cette vallée jusqu'à Woluwe-Saint-Lambert. Donc le trajet est assez long, mais sur la commune de Woluwe-Saint-Lambert, ça permet de passer par des endroits vraiment intéressants. Le parc qui l'entoure, donc qui est le parc des Sources, qui est quand même une réserve naturelle assez intéressante. On peut voir beaucoup d'espèces d'arbres, des herbacées anciens aussi, mais alors aussi toute une faune, des oiseaux, des héros cendrés. On peut croiser tout ce qui est martin pêcheur, donc c'est assez vivant comme parc. Et puis par la suite, on peut aussi voir beaucoup de restes du passé un peu rural de la commune de Woluwe-Saint-Lambert. Donc on a par exemple Slot, qui est un ancien château, en fait, un domaine seigneurial qui appartenait au seigneur qui gérait la région. On a aussi une chapelle assez ancienne du XIVe siècle, je pense, qui est la chapelle de Marie la Misérable, qui est très très jolie aussi et qui est pile poil sur le tracé. Et puis on a aussi le moulin de Lindekemal qui continue et qui est aussi un reste vraiment du passé rural de la commune. Et tu me parlais donc d'un moulin qui se trouve juste à côté. Je te propose qu'on aille le voir en vélo. On va aller voir ça? Oui, ce sera parfait. Il y a deux moulins sur le tronçon ici de la vallée de la Woluwe, un moulin à vent et un moulin à eau. Donc on se trouve devant justement le moulin à eau. C'est ça, donc c'est le moulin de Lindekemal ici, qui est en fait un ancien moulin à eau, comme il y en avait énormément à l'époque, en fait pendant toute la période médiévale. La Woluwe était fort utilisée pour l'énergie qu'elle pouvait apporter, donc on avait des moulins qui permettaient de faire tout ce qui était farine. On avait aussi des brasseries qui utilisaient l'eau de la Woluwe, des blanchisseries, et voilà, l'eau était vraiment une source d'activité assez importante, malgré qu'on était dans une zone très très campagnarde. On a l'industrie qui se développe dans le centre de Bruxelles et donc ces petits moulins vont avoir du mal à survivre. Ici, il va se transformer en moulin à papier et puis en fabrique de tabac et de chicorée aussi, vraiment au 19e siècle. Et alors on va installer à cette même époque une petite guinguette ici, puisqu'on est en fait avec un moment où la bourgeoisie qui vient du centre de Bruxelles va venir petit à petit passer ses week-ends, faire ses balades, essayer de retrouver des aires de campagne dans la région et alors installer les grandes demeures campagnardes comme on a vu avec le château Malou, ça c'était un peu plus tôt. Et puis pour terminer, on est en 1970 quand là on enlève toutes les activités industrielles au niveau du moulin et on ouvre vraiment un restaurant qui est aujourd'hui encore actif. Merci beaucoup Thomas. Et moi je vais continuer ma balade, voir une zone naturelle tout près d'ici, près d'une ancienne ferme je pense. Je crois que tu la connais. Ça, en effet c'est superbe, donc il faut en profiter, c'est un bel endroit aussi. Fini le sport pour aujourd'hui. Je pars pour une ancienne ferme, un véritable bout de campagne en ville. C'est Michel et Jean, de vrais passionnés de nature, qui me la font découvrir. Donc
ici on se trouve sur une magnifique zone protégée, on va aller un petit peu se balader tout à l'heure. Et on se trouve devant la ferme qui est liée à l'histoire de cette zone naturelle. Oui, en fait c'est la ferme de Loftermuche, donc la ferme des moineaux en français, dont la partie la plus ancienne que l'on voit ici remonte au XVe siècle. Alors c'est une ferme en carré brabançonne qui s'est développée au fil des siècles. Donc elle n'était pas à l'origine en carré. Et donc elle est passée de propriétaire en propriétaire au fil des siècles. Mais la particularité, c'est qu'à partir de la moitié du XIXe siècle, on a eu une famille qui a exploité la ferme et qui a pu y rester de génération en génération jusqu'à la fin des années 1970, c'est-à-dire jusqu'à la fin du dernier fermier. À ce moment-là, la ferme passe dans les mains de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, tandis que les terres adjacentes passent à l'archevêché de Malines-Bruxelles, où sera construit l'hôpital Saint-Luc à la fin des années 1960. Ce qu'il y a, c'est que la ferme, à la mort du dernier exploitant, était abandonnée. Elle est restée à peu près dans cet état-là une dizaine d'années avant d'être reprise, restaurée, pas par notre association, mais par la Sabena, qui y a eu son siège, tandis que nous, donc l'ASBL, la CB, qui est une association, une ASBL qui s'occupe de la protection de l'environnement, la CB donc va obtenir l'autorisation de faucher les prairies qui étaient laissées à l'abandon depuis un certain temps, au début des années 1990. Et depuis cette époque-là, régulièrement, tous les premiers samedis du mois, on vient sur le site pour l'entretenir. Cette ferme, c'est le point de départ aussi d'une balade qu'on peut faire et qu'on va, je pense, faire ensemble, qui dure à peu près 1 heure. On ne peut pas, le public peut cheminer tout autour du site. L'intérêt pour le site, c'est qu'il n'y ait pas de public qui puisse pénétrer dans les zones sensibles, comme la prairie humide, la prairie sèche qui est pâturée par les chevaux, de telle sorte que la faune y soit à son aise et voilà, ne puisse pas être dérangée. Enfin, disons qu'on ne se croirait pas à Bruxelles. Ici, on a le moulin, les chevaux qui nous entourent, cette magnifique nature. Oui, en effet, nous sommes dans un écrin de verdure dans Bruxelles-Est. Donc, c'est un site nord-sud qui est favorable aux migrations d'oiseaux. Et justement, cette variété de fleurs de multiples couleurs, c'est du jaune, du pourpre clair, du pourpre foncé, etc. Tout ça attire les insectes. Oui. Et qui dit insecte, dit oiseau. Oui, c'est ça, dit oiseau. Et il y a une foule d'oiseaux migrateurs qui passent sur le site, qui font un petit arrêt pour se nourrir et repartir de plus belle. Là, on a un moulin derrière nous qui est un peu emblématique de la balade que les visiteurs peuvent faire ici. C'est certainement devenu ainsi parce que donc ce moulin avance et fonctionne 2 fois par mois pour moudre le grain qui est récolté par des bénévoles de la CB également. Okay. Et après la confection de la farine, nous passons au fournil. Un tout grand merci pour cette merveilleuse visite. Je crois aller un petit peu me perdre dans les sentiers aux alentours. On vient vous rechercher dans 3 heures. Il est temps pour moi de casser la croûte et je décide de m'aventurer dans un resto pas comme les autres. Attention les papilles. Bonjour, bienvenue. Merci. Merci ici la cuisine Mikaï. Voilà, bienvenue au Sanzaru. Merci. Cuisine Mikaï, donc la fusion entre le Pérou et le Japon. Alors Simon Sanzaru, c'est un projet de 2 amis. Il y a Nathan qui est en cuisine et puis il y a toi. Vous avez été tous les 2 formés à Namur, à la cuisine. C'est ça, on a fait l'école hôtelière à Namur. On est sorti du coup il y a 5 ans maintenant. On a pris des chemins dans un premier temps, des chemins différents. J'ai fait un peu de cuisine aussi, lui est resté toujours en cuisine. Resté dans la même base de restaurant, on a fait beaucoup de
restaurants gastronomiques et on est arrivé là par hasard, par des connaissances. On a repris ça maintenant il y a 1 an et demi et on en est très fiers, on est très contents de ça. Quelle drôle d'idée, vous vous êtes lancé dans un projet de restauration Nikkei. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la restauration Nikkei? Alors c'est le mélange entre le Pérou et le Japon. Au niveau gastronomique, les Japonais ont migré au Pérou fin du 19e afin de travailler dans les mines de cuivre et de bois. C'est pour ça le rappel un petit peu cuivre-bois dans tout le restaurant. Ils y ont emporté leur technique avec les produits péruviens. Ces gens-là, on les appelait les Nikkei et du coup on a appelé leur cuisine la cuisine Nikkei. Alors concrètement, quels sont les types de plats qu'on peut déguster ici? Quel type de menu vous proposez tout simplement? On retrouve pas mal de ceviche, donc cette préparation de poisson cru cuit au sel et au citron, sous différentes formes, avec pas mal de piments, les piments péruviens. On a tout ce qui est sashimi, tiradito, enfin vraiment le mix entre la cuisine japonaise et la cuisine sud-américaine. Et ce que tu me disais, c'est que cette cuisine, l'avantage, c'est qu'il y a plein de types de cuisson, plein de manières de cuisiner différentes, donc ça vous permet de vous réinventer un petit peu tout le temps. Exactement. Il y a pas de règle en fait. On laisse libre à notre imagination. On trouvera toujours un produit qui soit japonais ou péruvien. On part en voyage alors? Ouais, on part en voyage. On est à Woluwe Lima. Voilà, ici je vous ai fait le magret de canard. Il est cuit 100% à la robata, donc c'est notre barbecue qu'on a en cuisine, que vous avez vu là tantôt. Et en fait voilà, il est laqué 100% à la cerise et au gingembre. Donc pendant toute la cuisson, en fait, le canard, on va le laquer. C'est ça qui va faire qu'il attrape vraiment le goût de cerise et de gingembre comme on veut. Il y a également une blette rôtie avec un beurre au soja, une purée de carottes pourpres et betteraves. Vous avez des cerises en pickles, donc légèrement vinaigrées, mais de soja, pour les saler, pour casser le côté sucré de la cerise justement. Et il y a également un condiment cerise gingembre. Et en fait, c'est ça qu'il faut prendre à chaque bouchée. C'est ça qui va amener tout le peps au plat, quoi. C'était délicieux. Ah, merci beaucoup. Ce que je propose maintenant, c'est que je te fasse goûter aussi un des desserts. Parce que c'est vraiment un truc que j'aime vraiment bien faire. Et là, comme ça, on présente aussi Corentin, qui est le pâtissier ici. Et voilà. Comme ça, tu goûtes quelque chose d'exotique. Délicieux. Je peux vous dire que chez Sanzaru, ils tiennent leurs promesses. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres aventures bruxelloises.